biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, moko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo, nakabola na peplete, yabiso yango wana kote sepela na bamine na biso, yabiso yo yo yo, biso bakolo mabele, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, moko yo Congo. Yabiso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, mosusu babosana na bango kemboka oyo yabiso bamineri pi yabiso yabala oyo tokoka bala biso nyonso elongo peuple congolais. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, mais aussi économique. On a mis ici à CPL Télévision, nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité, on les met sur la table et avec un invité sur le plateau, on tente de les décortiquer. Vous le savez peut-être, Roger Lumbala va bientôt faire une semaine en prison. D'abord, il était en garde à vue, mais non, il semble qu'il a été placé sous mandat d'arrêt provisoire. L'ancien rebelle est poursuivi pour un crime contre l'humanité. Il serait cité dans le cadre du rapport Mamping. Mais c'est quoi le rapport Mamping? Quelle différence y a-t-il entre le Mamping et la Cour pénale internationale? Pourquoi c'est la France qui est en train de poursuivre Roger Lumbala et pas la CPI? Est-ce que Kabila, tel Mbanda ou les autres sont-ils cités dans ce rapport? Je vous propose une émission à la fois pédagogique sur cette question-là, mais aussi juridique, parce que c'est des questions hautement juridiques. Quoi de plus normal que de recevoir sur ces plateaux celui que je considère comme un consultant de cette émission, c'est Maître Hervé Diakessé. Maître, bonjour. Bonjour, cher Perrault. Merveilleux, bonne année à toi, à la famille. Merci beaucoup. Et à tous ceux qui suivent cette prestigieuse émission, je présente mes voeux les meilleurs à tous les téléspectateurs affiliés. C'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, après l'émission, on entend pour sa panier. Tous les téléspectateurs, vous allez commencer à envoyer l'argent comme ça. On va acheter. Bon anniversaire à vous. On va acheter un cadeau à Maître Hervé Diakessé. Merci beaucoup, cher Perrault. À 14 ans, c'est ça comment? Mais... Bon, mon âge est connu sur Facebook, alors de toute façon, écoutez, on a toujours une année de plus et je crois, après avoir survécu à cette année terrible qu'a été 2020, on est reconnaissant vis-à-vis du Très-Haut qui renouvelle pour nous le souffle de vie, l'intelligence, la force, et on est très reconnaissant et aussi assez dubitatif, on se fait toujours un bilan par rapport à ce qui va venir, à notre utilité sur Terre et à nos responsabilités. Mais je suis d'abord là, rempli de gratitude d'être parmi les vivants. Année compliquée parce qu'il y avait la pandémie de Corona, mais aussi parce que vous avez perdu un être cher. Vous avez été décapité pratiquement du chef de votre mouvement, Monsieur Syndicat Dokolo. Vous êtes porte-parole des Congolais debout. On a fait une émission ici, on a largement parlé de ce qu'a été cet homme, son combat et son héritage. Mais comment s'est porté le mouvement après, Monsieur Syndicat? Est-ce que vous avez terminé les deuils? Est-ce que bon, les troupes se sont remis en marche ou comme en Afrique, on pleure pendant plusieurs années, vous êtes encore en train de pleurer, Monsieur Dokolo? Je pense que nous continuerons toujours à pleurer Syndicat, chacun à titre individuel par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il a été pour chacun de nous. J'ai rencontré encore quelqu'un aujourd'hui qui me disait qu'il a découvert Syndicat, c'est après son décès. Tout ce qui se disait sur lui, tous les documents le concernant qui apparaissaient, c'est alors qu'il a réalisé réellement ce que Syndicat est. Mais Syndicat avait dans sa volonté que le Congolais debout
continuer à exister en tant que mouvement indépendamment de sa personne. D'abord parce que les Congolais debout, c'est une philosophie de la vie, c'est une image de la citoyenneté exigeante qui veut des citoyens qui ne se sentent pas comme étant des laudateurs, des turiféraires, des gens qui s'agenouillent devant les dirigeants, mais bien des compatriotes exigeants vis-à-vis de ceux qui ont décidé de les représenter ou d'agir en leur nom avec les ressources de l'État. Donc les Congolais debout en tant que tels, comme notre hymne national l'a dit, nous sommes tous des Congolais debout. Mais la structure, hein, est-ce que vous avez réaménagé, il y a une réorganisation ou on attend encore? Évidemment, Congolais debout, c'est la philosophie, mais à côté de la philosophie, il y a aussi une structure, il y a un mouvement. C'est là que je suis en train de dire. Non, l'organisation avait déjà été réaménagée lors des dernières assises. Les assises qui ont été tenues au Collège Boboto en septembre 2019. Donc en ce moment-là, les organes de notre organisation étaient déjà connus. Donc il n'y a rien de nouveau là-dessus. Et que le syndicat n'avait pas un rôle actif au sein du mouvement, à part qu'il en était l'initiateur. L'autorité morale. Non, pas cette culture d'autorité morale. Pas au sens qu'on lui a donné, parce que c'est un sens galvaudé. Mais quand même, c'était l'initiateur. Le prestige de son nom et sa capacité ont été pour beaucoup dans l'élan du mouvement. On ne peut pas nier ça. Ce serait une erreur. Quelque part, les Congolais debout ont beaucoup gagné à avoir syndicat comme initiateur. Mais après, le mouvement aussi a pris son élan en dépit du fait que le syndicat était en exil et empêché de rentrer au pays avec des condamnations bidons. Donc c'est pour dire que le mouvement avait su s'affranchir dès le part de son initiateur, mais les liens étaient très forts parce que le syndicat de Kolo s'est considéré un Congolais debout parmi les autres et il se disait simplement Congolais debout. Non, on ne fait pas une émission sur le Congolais debout, syndicat de Kolo, mais je pose quand même la dernière question. On dit de vous, quelqu'un me faisait rire en me taquinant d'ailleurs, il dit Perrault, il y a des gens, il y a des journalistes et il y a des mouvements citoyens qui ont fait de la question de Kabila leur marchandise des commerces, leur fonds des commerces. Mais lorsque Kabila est en train d'être anéanti, on va voir si ils vont survivre à la perte ou à la chute des Kabila. Parmi ces mouvements-là, vous-même, Congolais debout, Kabila, le mariage est fini, vous avez raconté tout ce que vous avez voulu. On a l'impression que Kabila est en train pratiquement de terminer sa carrière politique et peut-être qu'il ne reviendra pas. Ça sera quoi les fonds de commerce aujourd'hui, les mouvements citoyens que Mende disait, qui ont prêté les flancs au néocolonialisme et à l'impérialisme? On connaît l'ancienne qui est toujours caricaturale et qui vise à botter en touche. Un mouvement citoyen, c'est une opinion de citoyens dans une société qui reste pour des valeurs. Nos valeurs, c'est pour l'état de droit, nos valeurs, c'est pour la bonne gouvernance, nos valeurs, c'est pour la lutte contre l'impunité. Et tant que la nécessité, voilà, on va parler tout à l'heure du mapping et de ses conséquences, c'est parmi les combats des Congolais debout. Contrairement à ce que les gens avaient comme idée. Non, vous avez donné l'impression qu'il y avait une fixation sur M. Kabila. Parce que les individus ont toujours eu tendance, parce qu'eux s'alignent derrière des individus, donc lorsqu'un combat est mené par rapport à des valeurs, donc forcément, le combat est mené contre leur chef. Ce n'est pas ça notre manière de voir les choses. Nous ne nous battions pas contre Joseph Kabila, parce que si Joseph Kabila avait respecté son mandat constitutionnel et qu'en 2016 il était parti, la question ne se posait pas. Les Congolais debout d'air ont été lancés en 2017. C'est pour vous dire, nous nous sommes battus parce que nous avions constaté qu'il y avait des velléités d'un pouvoir à vie, des velléités de révision de la Constitution pour maintenir Joseph Kabila au pouvoir, et aussi on avait assuré un processus qui visait à nous déposséder de notre droit à désigner librement nos dirigeants. C'est par rapport à ça. Et tant que nécessité se fera, lors des assises de septembre 2019, les Congolais debout se sont octroyés d'autres objectifs. Des objectifs pour la bonne gouvernance, des objectifs pour l'état des droits et bien sûr pour les valeurs démocratiques. C'est pour ça on ne se bat pas contre Kabila ou contre je sais pas, Tartampion ou qui que ce soit. On se bat pour de valeurs. C'est les gens qui ont tendance à caricaturer, à tout ramener aux individus. Là n'était pas notre vision. Je crois que le syndicat l'a dit à plusieurs reprises. Il a dit qu'il n'avait aucun problème personnel vis-à-vis de Joseph Kabila, qui était d'ailleurs témoin, présent à son mariage en Angola. Mais c'est que le Congo
notre pays était au-dessus des accointances personnelles. Moi, je n'ai aucun problème vis-à-vis de Joseph Kabila en tant qu'individu. N'eût été le fait qu'il s'est érigé en obstacle à mon droit de désigner librement mon dirigeant et nos compatriotes pour ce faire. N'eût été le fait qu'il a mis en place une machine de répression qui a attaqué les gens et les a tués jusque dans les églises. Je n'aurais pas eu à m'opposer à lui. Et moi, je me suis opposé à lui, moi, mes compatriotes et d'autres, les mains nues, de manière pacifique, en respectant la constitution de mon pays, pendant que lui, il a ligné une armada et qui tuait les gens. Voilà la différence. Donc, quand votre interlocuteur est en train de dire ces choses, qu'il se souvienne que nous, on a eu des martyrs et que nous n'avons pas du tout utilisé des armes. Nous avons utilisé la force de nos âmes face à la force de leurs armes. Voilà la différence entre eux. Maître Hervé Diakessé, on revient sur ce pourquoi je vous ai invité aujourd'hui sur ce plateau. Il y a quand même beaucoup de choses qui se racontent autour de ça. Le prétexte, c'est M. Roger Lumbala qui a été arrêté le 29 décembre dernier, d'abord placé en garde à vue, mais non, il est sous MAP, ça m'a fait rire. J'ai parlé avec des journalistes, on dit MAP est à la rade, ça t'est pas mappé aussi. En procédure pénale française, on ne parle pas de MAP comme tel parce qu'il est plutôt placé en détention provisoire. Donc c'est une ordonnance de mise en détention provisoire. C'est la même chose, c'est l'équivalent des mandats. Oui, d'accord, mais vous savez, les puristes procéduriers que je suis, j'aime l'exactitude des termes, hein, parce qu'en France, on a des juges d'instruction, c'est que nous, on n'a pas ici. Nous, on a un parquet, et c'est les parquets qui organisent aussi les détentions. C'est vrai qu'il y a la garde à vue au niveau de la police, la nôtre comme la leur, mais par après, en France, le parquet ne met pas en détention. Le parquet s'adresse à un juge, qu'on appelle les juges des libertés et de la détention. Okay. C'est les juges, donc les parquets introduisent une requête pour dire que j'ai suffisamment d'éléments pour estimer que cet individu doit être mis en détention provisoire. Et les parquets, comme la personne concernée, vont plaider devant le juge pour estimer s'il est nécessaire ou pas que la personne soit mise en détention provisoire. Je dis parce que moi, j'ai eu à plaider ce genre de procédure en France en tant qu'avocat après la Cour d'appel de Paris. Donc, c'est juste à cause de ça. Mais bon, on est tous dans une phase préjuridictionnelle. Voilà. Bon, attendez, vous l'avez dit, hein, vous êtes un puriste. Je comprends. Moi, je suis un amateur. Je ne suis pas spécialiste des droits. Alors, Roger Lumbala se retrouve dans cette situation à cause d'un rapport qu'on appelle rapport mapping. Oui. Vous êtes à la fois juriste, vous êtes à la fois acteur de la société civile. C'est quoi le rapport mapping? Parce que là, il commence à enfler, chacun tire la couverture de son côté, les explications foisonnent un peu de partout. Maître Diakessé, qu'est-ce qu'on entend par rapport mapping? C'est quoi exactement? Quand vous avez mapping, vous avez un terme en anglais, map, ce qui n'est pas le mandat d'arrêt provisoire, c'est une carte. Donc c'est une cartographie. Le rapport mapping, c'est un rapport d'experts des Nations Unies, notamment le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, donc des experts pointus en matière de droit international pénal, en matière de droit international de droits de l'homme, des gens qui ont une expertise très pointue au plus haut niveau international. Ils ont fait ce qu'on appelle un inventaire ou une cartographie des violations massives de droits de l'homme dans notre pays de 1993 en 2003. Ils justifient d'ailleurs en disant qu'ils choisissent ces dates à dessein parce que 93, c'est la période où il y a des grands soubresauts après les ratés de la transition de 90 du maréchal Mobutu. Et ce sont ces soubresauts qui vont amener la guerre de 97, ce sont ces soubresauts qui vont amener la guerre de 98, et nous allons arriver en 2003. Pourquoi s'arrête-t-il en 2003? Il s'arrête en 2003 parce que, après 2003, entre en vigueur les statuts de Rome de la Cour pénale internationale. Et donc la plupart des violations de droits de l'homme qu'ils constatent, qui sont eux-mêmes constitutifs des crimes, sont de la compétence de la CPI. La CPI qui, comme vous le savez, examine 4 principaux crimes internationaux. Le crime de génocide, les crimes contre l'humanité,
les crimes de guerre, donc toutes les violations des conventions de Genève, et enfin les crimes d'agression depuis la réforme de l'adoption de la réforme du statut à Kampala. Alors, comme la Cour pénale internationale a un principe qu'on appelle de non-rétroactivité, je reviendrai peut-être sur ça lorsqu'on va faire la distinction sur la justice pénale internationale, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale signifie que la Cour pénale internationale ne peut pas examiner les crimes relevant de sa compétence qui ont été commis avant l'entrée en vigueur de son statut. Or, son statut est entré en vigueur en juillet 2002. En fait, en 2003, la Cour commence à exercer sa compétence. De ce fait, tous les crimes commis antérieurement ne peuvent pas être examinés par la Cour pour la pénalité. Même si ces crimes sont de la compétence de la CPI à cause du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Alors ces crimes qui ont quand même été commis, qui ont été documentés parce que ce sont des crimes graves. Ce sont des crimes, vous avez des crimes contre l'humanité, ce sont des crimes de guerre, il y a des crimes, des disparitions forcées. Donc le rapport Mapping fait la cartographie de tous ces crimes. Donc il procède non seulement à l'inventaire, mais à la localisation des crimes et à une sorte d'identification sommaire des plus hautes personnalités qui, au moment des faits, avaient une influence particulière, soit sur la commission de ces crimes ou sur la possibilité d'empêcher la commission de ces crimes. Et donc, de ce fait, effectivement, le rapport Mapping aboutit à la nécessité de se dire qu'il y a là des cas graves d'impunité. Maître, on reste dans le rapport Mapping. Mais qui décide d'enquêter? Est-ce que c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo à ce moment-là qui demande? Parce que j'entends, les autres disent ici, on va peut-être en parler, est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'à Kabila? J'ai entendu les pro-Kabila dire, c'est Kabila lui-même qui a autorisé, qui a même demandé que l'on enquête. Les experts viennent comment? Qui enclenche des mouvements pour que finalement qu'on commence à enquêter? En fait, c'est là où nous devons réaliser que les conventions que nous signons à l'international nous lient. Notre pays est membre d'un système international qui est l'Organisation des Nations Unies. Notre pays est signataire des différents pactes, les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, le pacte, la Convention internationale sur l'élimination de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants. Notre pays est partie prenante à un ensemble, et surtout notre pays est signataire du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Notre pays a signé énormément de pactes, et ces pactes disent, dans notre système, si vous lisez notre constitution, nous accordons une primauté aux conventions internationales. Et ces conventions internationales ont une valeur supérieure à la loi. Et si jamais notre constitution a des dispositions internes qui sont contraires aux conventions internationales et que nous adhérons à ces conventions internationales, nous devons modifier notre constitution pour qu'elle s'adapte à ça. C'est pour vous dire à quel point il y a un principe en droit public et international qui dit pacta sunt servanda. Donc les conventions auxquelles vous adhérez vous lient et s'obligent à vous et s'opposent à vous. C'est juste pour dire, c'est dans ce sens que le système des Nations Unies est habilité à intervenir. Parce de lui-même, il peut décider, il dit, bon, sur base des accords que vous avez signés, des conventions auxquelles vous avez adhéré librement, nous envoyons une commission là-bas. Oui, nous faisons ce n'est pas Kabila qui a enclenché les mécanismes, ce n'est pas les... Non, expliquons un peu les choses. Nous faisons partie de ces mécanismes. La preuve, c'est que notre pays, annuellement, participe à la revue annuelle à Genève sur le comité de droits de l'homme pour parler de l'évolution des droits de l'homme dans le pays. Notre ministre des Droits humains, il fait un rapport, au même titre qu'il y a un rapport alternatif des ONG de la société civile. Bon, alors, maintenant, lorsque ces structures, ces instances, vous avez par exemple le Haut Commissariat aux droits de l'homme, a une représentation ici, ouais, au niveau de la MONUSCO. Vous savez, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est ça les représentants du Haut Commissaire aux droits de l'homme. Dans les temps, vous aviez le Haut Commissariat aux droits de l'homme qui était une instance indépendante et vous aviez le Bureau droits de l'homme, MONUSCO. Ils ont fusionné les deux parce que c'est le même système. C'est pourquoi on appelle un bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo.
Donc, en fait, ces instances viennent parce qu'habilitées par les conventions que nous signons dans le pays. C'est vrai qu'ils ne débarquent pas de manière totalement cavalière. Ils informent par voie diplomatique qu'il y aura une mission qui va enquêter. Les faits sont documentés, la société civile les documente, les églises les documentent. Si aujourd'hui vous voyez que le rapport mapping aujourd'hui revient sur la table, outre la voix du docteur Mukwege, notre prix Nobel, parce que 10 ans après il n'y avait toujours pas de suite, mais aussi vous avez que la commission Justice et Paix sauvegarde de la création de l'église protestante est en train de sensibiliser. On parlera de ça, parce que là aussi on commence à s'attribuer le... c'est terrible quand même dans ce pays. Exactement. On dit si aujourd'hui on a arrêté Lumbala, c'est parce que moi j'ai parlé, tel dit. On va revenir sur les acteurs. Oui. Restons sur le rapport, Maître Hervé Diakese. Alors, si les Nations Unies, au nom des conventions signées par le Congo, pouvaient intervenir, mais que dit le rapport Mapping exactement? Vous parlez des cartographies, vous parlez de l'inventaire des crimes commis en RDC, oui. Mais qu'est-ce que le rapport dit exactement? Alors, donc, quand les rapports procèdent effectivement au constat effarant de l'effondrement du système judiciaire congolais et de la répétition des graves crimes, permettez l'expression, une sorte de massification des crimes. Donc, c'est pas juste de la criminalité commune. Hein. Ça, c'est vraiment une systématisation, donc des massacres à répétition, des atteintes graves aux droits de l'homme. Vous avez des massacres de populations civiles, des pillages, des recrutements d'enfants dans les forces armées, des viols, des enlèvements, des disparitions forcées. Donc, un ensemble, un catalogue de violations de droits que notre pays s'est engagé pourtant à faire respecter. Et on constate une absence de réponse adéquate sur le plan local de l'État congolais à cela. La réponse adéquate, c'est la répression pénale. Donc ça veut dire que l'État poursuit les auteurs dont la responsabilité pénale est mise en cause et les sanctionne. Il y a de temps en temps quelques procès symboliques, souvent menés par la justice militaire, et aussi des réponses totalement inadéquates. On sait que la plupart des responsables, des personnes qui peuvent être impliquées dans ces affaires, se retrouvent en position d'autorité politique ou en position d'autorité militaire. Donc, il se retrouve que les victimes se sentent doublement délaissées. Elles ne peuvent pas revendiquer parce qu'elles peuvent s'opposer, elles peuvent se voir opposer la vendetta, la vindicte ou voir la vengeance des autorités militaires. Elles ne peuvent pas s'adresser à l'État parce qu'en fait, dans l'État, la plupart des personnes d'autorité sont les personnes qui pourraient être impliquées ou concernées par ces crimes. Donc, il n'y a pas une réponse, une répression concrète. Pénale à l'interne. Okay. Et la CPI non plus ne peut pas poursuivre. Elle ne le peut pas parce que... Elle ne rétroagit pas. Voilà, elle ne rétroagit pas. Donc nous nous retrouvons dans une situation où les crimes sont tellement graves, les victimes sont tellement traumatisées et abandonnées qu'on ne peut pas non plus rester en l'état. Donc le rapport Mapping dit, si le système judiciaire congolais n'est toujours pas en mesure d'y répondre à cause soit de l'effondrement de l'État, à cause des difficultés infrastructurelles, à cause de contraintes politiques qui amènent le gouvernement et tous les différents gouvernements à négocier d'abord avec les personnes qui, du fait de leur nocivité, s'ils restent dans la position qui est la leur, vont continuer à perpétrer ces crimes, il vaut mieux les associer dans une situation normale, soit en leur donnant des grades dans l'armée ou des responsabilités politiques. Donc, de ce fait, les victimes ne sont pas la grande priorité. Il faut soit une juridiction spéciale. Donc, je pourrais peut-être revenir sur la différence entre un tribunal pénal spécial, un tribunal ad hoc ou la Cour pénale internationale, ou alors, effectivement, créer des mécanismes qui puissent répondre, intégrer les droits des victimes, parce que les victimes ont droit à la réparation, à la reconnaissance du dommage qui leur a été causé, et aussi mettre fin à l'impunité. D'une certaine manière, vous ne répondez toujours pas à ma question. Oui, je voudrais... Allons-y. J'ai dit, allons en profondeur de ce rapport-là. Oui. Qu'est-ce que le rapport documente? Il y a quoi? Est-ce qu'il y a eu génocide au Congo? Est-ce qu'il y a eu un crime contre l'humanité? Dans quel coin? Que dit concrètement le rapport concernant les violations graves des droits de l'homme dans le pays? La notion de génocide est une notion tellement grave que deux fois, je sens vous attaquer la presse, vous savez que je suis de votre côté très souvent, qu'elle est très galvaudée et elle est utilisée à tort et à travers. Tout crime de masse, si grave soit-il, ne constitue pas un génocide. Parce qu'il y a un élément particulier dans la définition du génocide, ce qu'on appelle un dôle spécial, c'est la volonté d'éradiquer
d'exterminer ou de mettre fin à un groupe humain donné. Donc, tout massacre ne signifie pas forcément qu'on a un génocide. Okay? Et donc les mappings ne répertorient pas... Les mappings peuvent parler d'actes de génocide. Encore faut-il savoir que le génocide est déterminé par une juridiction. Okay? Le rapport mapping n'est pas une enquête judiciaire. Donc ce n'est pas un parquet. Il relève des faits. Le rapport mapping répertorie, procède à l'inventaire et constitue un dossier très important. C'est un dossier qui, d'ailleurs, certainement est alimenté par des preuves, mais ce sont des preuves que les autorités judiciaires vont exploiter, soit pour inculper certaines personnes et les amener en jugement. Tel n'est pas encore le cas, peut-être en dehors du cas Roger Lumbala. C'est d'ailleurs le moment pour moi aussi d'insister. Lorsque ces genres de rapports sont menés, tel a été le cas, normalement il y a en annexe une liste relativement confidentielle qui doit être déposée auprès de l'autorité civile, le secrétaire général des Nations Unies ou toute autre autorité compétente. Qu'est-ce que je suis censé comprendre sur cette question-là? Donc, avec le rapport mapping, il y a la liste des présumés coupables des faits relevés par le rapport mapping. Non. Il y a une liste des personnes dont la responsabilité pénale pourrait être engagée. On n'est pas présumé coupable, on est toujours présumé innocent. On ne peut pas dire ça. Vous êtes attaché au mot, hein? Vous êtes allergique au mot. Non. Je suis un juriste, c'est à cette qualité que vous m'appelez. Beaucoup nous suivent. Donc je ne peux pas il n'y a pas de présumés innocents, il n'y a que des présumés, il n'y a pas de présumés coupables. Il n'y a que des présumés innocents. Mais il y a des personnes, du fait de leur position, soit au moment de la commission des crimes, parce que soit ils étaient dans la chaîne de commandement, soit ils avaient une position d'autorité pour empêcher la commission de ces crimes, ou pour rendre possible la commission de ces crimes, peuvent avoir les responsabilités pénales engagées. Donc il y a une liste dans ce sens-là. Il y a normalement une liste. C'est pas la liste qui circule des 400 noms ici, on voit Laurent Désiré Kabila, Jean-Pierre Bemba. Normalement, cette liste-là, celle qui circule dans les réseaux sociaux, c'est une liste manipulée. Cette liste est confidentielle. Il fut un temps, je pense même que, justement, quand le prix Nobel, le docteur Mukwege, insiste pour la production, après 10 ans, il n'y a eu aucune réponse au rapport mapping, il s'est fait même lyncher par les Rwandais, qui commencent à lui tirer et dessus à boulet rouge. C'est que, normalement, il y a une liste. Il fallait qu'il y ait une suite réservée à ça. Je vous cite un rapport, peut-être auquel on ne pense plus. Il y a eu un rapport sur les pillages des ressources naturelles de la RDC, qui parlait du réseau d'élite, les liens entre la guerre que nous avons et l'enrichissement illicite de pas mal de personnes en RDC, au Rwanda, au Burundi, en Ouganda. Il y a eu une liste, c'était le rapport Kassem. Il y avait une liste de personnes dont la responsabilité a été impliquée dans les pillages des ressources naturelles. Donc il y a toujours une liste qui est annexée à ces rapports. Parce que si ce rapport n'est pas judiciaire, au sens où ce n'est pas un parquet ou une police qui a investigué, ces rapports n'en demeurent pas moins un rapport techniquement pointu qui donne suffisamment d'éléments pour faciliter une enquête judiciaire rapide. Donc c'est en cela, c'est pourquoi le rapport finit par dire il faut peut-être une juridiction, un tribunal. On parlera des tribunaux qui doivent en principe poursuivre. Oui. Lorsque vous dites qu'il y a une liste des personnes dont la responsabilité pénale pourrait être engagée dans ce qui s'est passé dans ce rapport-là, je sais que vous n'avez pas des noms, maître. C'est là que je voudrais qu'on reste sur les faits, parce que les faits peuvent nous amener à lier les individus par rapport aux faits. Vous parlez du Rwanda. Pourquoi cette allergie de la part du Rwanda, du gouvernement rwandais, lorsqu'on parle des rapports mapping? Est-ce que le rapport relève-t-il des éléments qui peuvent mettre en danger le Rwanda? On parle de Jean-Pierre Bemba. Est-ce que vous qui avez lu ces rapports-là, est-ce qu'il y a des faits qui se seraient produits? On dit que les Rwandais peuvent être inquiétés. Vous voyez pourquoi je vous pose la question de savoir qu'est-ce qui est dit concrètement. Ça nous permettra, même si nous n'avons pas des noms, vous êtes un connaisseur en la matière, vous l'avez lu, on peut faire travailler notre intelligence en disant ça s'est passé en 97, ce quoi a été contrôlé par... Est-ce qu'il y a des gros plans comme ça, des grosses idées sur ce qui s'est passé par rapport aux violations qui peut aider les téléspectateurs à comprendre? Vous savez, la réponse que les journalistes attendent n'est pas la réponse que les juristes donnent. Malheureusement, c'est ce que je me rends compte qu'il y a une divergence dans ce sens-là. Oui, parce que vous êtes dans la spéculation et nous sommes dans les factuels judiciaires. Okay. Ce que je peux dire, lorsqu'on enquête sur les crimes de masse, donc les crimes qu'on appelle aujourd'hui les crimes internationaux, le premier réflexe, c'est de regarder la personne
le plus haut placé dans la chaîne de commandement. Donc la personne qui a la décision. Alors la chaîne de commandement, ça peut être une chaîne de commandement militaire, ça peut être une chaîne de commandement politico-militaire. C'est la personne qui avait la possibilité de donner l'ordre pour que telle exaction soit commise, ou la personne qui a l'autorité ultime pour empêcher que ces choses se commettent. La personne à la tête du mouvement qui contrôlait un territoire, la personne au bénéfice de qui telle attaque a pu être menée. Si le Rwanda s'est notamment agité, je me rappelle notamment, c'était parce qu'on parlait du cas de Makobola, où il y a eu des massacres, Makobola, Kasika, etc. Et la plupart étaient imputés nommément au FPR. Et donc, avec les conséquences qui en découlent, qui contrôle les FPR, qui peut donner le feu vert pour que les FPR quittent le Rwanda et entrent au territoire congolais, etc. Ou qui contrôle quelle troupe, qui finance telle troupe. Donc, il y a là une chaîne de... Tout un faisceau, là. Tout un faisceau. Et si en plus on lit aujourd'hui, c'est pourquoi quand vous faites ce genre de lectures, et j'apprécie beaucoup ce que la commission Justice et Paix Sauvegarde la création fait, les éléments pédagogiques, vous liez toujours le contrôle d'un territoire avec les ressources minières et autres qui s'y trouvent, les pillages qui s'y opèrent, les déplacements de population, les massacres, etc. Et où vont toutes ces ressources? Vous avez une idée que nous avions affaire à une guerre des violations massives de droits de l'homme, une guerre des terreurs qui visait à déposséder un pays de ses ressources ou à les rendre suffisamment ingouvernable pour que des individus puissent s'accaparer de ces ressources. À côté, bien sûr, des conflits latents qui existaient entre communautés qui ont été aussi exploités. Et à côté de cela, la déliquescence de l'État depuis l'entrée de l'AFDEL et le fait de la conquête du pouvoir en contrepartie de sa capacité ou non de contrôler tel territoire ou d'empêcher que tel territoire soit contrôlé. Après ça va comboter, il y a un cannibalisme, on a rapport place on a cannibalisme, Jean-Pierre Bemba, on a oloba biso toi journaliste et avocat biso net mon je connais la soif qui est nos téléspectateurs à ce moment ici. La soif de nos téléspectateurs. Tout le monde est en conditionnel. Bon, attends. On n'est jamais au conditionnel présumé innocent. On est présumé innocent de manière absolue. C'est un jugement définitif, inattaquable qui vous déclare coupable. Comment voulez-vous que je dise au conditionnel que les gens seraient présumés non innocents? Ça ne peut pas. C'est renier ma formation, c'est renier mon statut de juge. C'est juste impossible. Maître, Lumbala a été arrêté dans ce sens-là. Première question. Pourquoi Roger Lumbala a-t-il été arrêté? C'est la première question. La deuxième, nous avons le procureur ici chez nous. Nous avons notre appareil judiciaire ici. Pourquoi la France se permet-elle d'aller mettre la main à un citoyen congolais, fut-il Roger Lumbala ou malgré que Lumbala se retrouverait? Pourquoi c'est Roger Lumbala et pourquoi la France s'arroge le droit d'arrêter un citoyen congolais? La France ne s'arroge pas le droit d'arrêter un citoyen congolais. Mais là, vous posez le principe en fait qu'on appelle la compétence universelle ou le droit de l'universalité du droit de punir. Alors, pour ça, il faut un peu revenir à quelques notions. Donnez-moi 3 ou 4 minutes pour revenir. La première fois, où on parle vraiment de la justice pénale internationale, parce que la justice internationale, on est habitué à en parler, c'est la justice entre les États. C'est la Cour internationale de justice qui siège à La Haye, là où les États, parce que ce sont des sujets du droit international, on n'a que 2 sujets du droit international. Originaires, ce sont les États, et dérivés, les organisations internationales créées par les États. Là n'est pas le problème. Mais les individus ne sont pas sujets du droit international et ne devraient pas être jugés en dehors de leurs États. C'est ça le principe. Chaque État a juridiction sur ses citoyens. C'est le principe de la personnalité active. Donc, un État juge son citoyen quand il commet une infraction. Le principe de la personnalité passive, un État est compétent pour juger toute infraction dont son ressortissant est victime. Donc, y compris un ressortissant étranger qui commet une infraction sur un Congolais. Ou un État est capable de juger tout citoyen, peu importe sa nationalité, qui commet une infraction sur le territoire congolais. C'est ça le grand principe. C'est le principe de la territorialité de la répression. Maintenant, ici, nous sommes, après la guerre 14-18, on constate que l'Allemagne, avec Guillaume II, a d'abord violé des traités sacrés, mais surtout a utilisé des gaz. Ce qui n'était pas prévu. C'était déjà là à la base de ce qu'on aura après les conventions de Genève et tout ça. Donc on décide, on doit les juger. Une première juridiction internationale a été créée. Mais il s'est réfugié, tenez-vous où?
à La Haye, aux Pays-Bas. Les Pays-Bas refusent de l'extrader. Ils disent non, primo, parce que l'infraction pour laquelle vous voulez le poursuivre n'existe pas dans mon code pénal, je ne peux pas les juger. Okay? Donc, c'est un élément qui reviendra très rapidement par rapport à ce que vous dites. Et puis, après, il y a eu la Société des Nations, on est passé. Deuxième guerre mondiale. Là, il y a un problème. On dit on ne peut plus, avec des tels crimes qui se sont commis, notamment avec les camps de concentration nazis, les déportations de population, la Shoah, etc. Cette fois-ci, on doit juger. On va créer la première juridiction ad hoc. C'est le tribunal de Nuremberg. À côté du tribunal de Nuremberg, il y a une autre juridiction à Tokyo qui aura pour charge de juger les principaux responsables. Donc, contrairement à ce qu'on croit, on n'a pas commencé à juger les Africains. Et ce n'est pas seulement les chefs d'État africains qu'on a commencé à juger. Je vous dis que l'empereur Guillaume II, après la guerre 14-18, c'était le souverain allemand. L'empereur allemand. Jugé, qui s'est réfugié aux Pays-Bas. À Nuremberg, on n'a pas jugé Hitler simplement parce qu'il s'était suicidé. Mais les plus hautes autorités politiques et militaires de l'Allemagne nazie, y compris les hauts commandements, a été jugé. Dans le cadre à ce moment-là déjà de ce qu'on peut considérer comme étant une phase embryonnaire de la justice internationale. La première justice pénale internationale. Parce que vous avez un tribunal composé des juristes des différents pays alliés. Ceux qui vont créer d'ailleurs les Nations Unies. Des juristes américains, des juristes anglais, des juristes français, des juristes russes qui vont juger des Allemands en Allemagne pour des crimes commis par les Allemands dans d'autres pays. Parce que les Allemands ne se sont pas arrivés aux États-Unis. Ils ont commis en France, ils ont commis en Pologne, etc. Donc c'est déjà pour vous dire l'embryon. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cette juridiction-là va juger. Par les tribunaux de Nuremberg. Oui, on va dire c'est Nuremberg et Tokyo, c'est la justice des vainqueurs. Voilà. Et puis, les mêmes réflexes vont arriver quelques temps après, dans les années 94, etc. Deux cas graves. Un en Afrique, génocide rwandais, et en ex-Yougoslavie, aux portes de l'Europe. Cette fois-ci, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni. Avec les Milosevic, les Blanc-Beach, tout ça. Et ils votent une résolution pour créer des juridictions ad hoc. Juridiction ad hoc, TPI grec, ex-Yougoslavie, et TPI Rwanda à Arusha. Alors, maintenant, les mêmes reproches vont être adressés. Primo, écoutez, ce qu'on reproche à ces juridictions, c'est qu'ils rétroagissent. Parce qu'ils jugent des faits antérieurs à leur création. Les crimes ont d'abord été commis, et c'est plus tard qu'on crée les tribunaux. De deux, ils portent atteinte au principe du droit à un juge naturel. Vous dites là, mais pourquoi Lumbala doit être jugé en France? Il aurait dû être jugé au Congo. Il est naturellement justiciable des juridictions congolaises. Or, les TPI grecs et les TPI créés postérieurement à la commission de faits jugent des gens qui auraient dû être jugés d'après les lois de leur propre pays. Les réponses à cela, c'est de dire que quand c'est le droit international, ce sont les normes impératives du droit international, le jus cogens, ils s'opposent à tous et il s'agit de la légalité internationale. Mais pour rectifier ces choses, plus tard, on va décider de créer une juridiction qui ne sera plus ad hoc. Elle doit être permanente. Et désormais, pour éviter les principes de non-rétroactivité, cette juridiction ne peut juger que des faits postérieurs à sa commission. Cette juridiction, c'est la CPI. La Cour pénale internationale. La Cour pénale que les Africains appellent un instrument de l'impérialisme. Bon, on n'est pas là pour faire ces débats-là. Milosevic, c'est un chef d'État qui a été jugé. Slobodan Milosevic a été jugé alors qu'il était ancien président de la Yougoslavie, l'ancienne Yougoslavie. C'est pas un Africain, donc il faut arrêter avec... Mladic aussi a été jugé là-bas, condamné. Comme Mladic, c'était une autre autorité, voilà. Donc ça n'avait strictement rien à voir avec la couleur de leur peau, comme on essaie de nous dire. Non, mais on a seulement l'impression qu'il y a plus d'Africains là-bas. Non, c'est juste une impression. Regardez, les Américains, eux, ne signent pas le statut des Roms, il n'y a pas de Français là-bas, il n'y a pas de ceci là-bas, mais voilà. La réponse est très simple. La CPI n'a pas vocation à se substituer aux États. La CPI n'agit que quand les États eux-mêmes ne peuvent pas agir. Si un État exerce lui-même en premier la répression, la CPI ne peut pas agir. Voilà, maintenant nous nous retrouvons donc si le Congo, la République démocratique du Congo, oui, agissait par exemple contre, comment il s'appelle, l'autre rebelle qui est là-bas, je ne sais pas moi, Bosco Tanganda et les autres, la CPI n'aurait pas... Non, parce que... Agir contre Bosco Tanganda. Nul ne peut être jugé deux fois, c'est le principe de non bis in idem. On ne peut pas vous juger deux fois. La CPI est subsidiaire, on appelle ça le principe de la complémentarité ou de la subsidiarité. La CPI n'agit que quand l'État ne peut ou ne veut agir.
Voilà comment on se retrouve. Et d'ailleurs, notre pays a signé ce qu'on appelle la loi de mise en œuvre du statut de Rome. Revenons sur Lumbala. Non, ça revient même. La France aussi l'a signé. Donc, ce qui revient à dire que nos États peuvent exercer la même répression. Donc, la République démocratique du Congo peut poursuivre une personne, mettons en Guinée, un Guinéen, qui est poursuivi pour des cas relevant du statut de Rome, s'il a commis un génocide en Guinée. Donc le Congo, notre pays aussi, a la compétence universelle. Mais bien l'universalité des droits des poursuites. De punir, oui. Et cela ne vient pas seulement à cause du statut de Rome de la CPI. Il y a d'autres conventions internationales antérieures à la CPI, notamment la convention contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants. La convention sur les génocides. Ça nous donne le droit d'exercer les poursuites contre toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui se trouverait sur les territoires. Donc c'est au nom de ces principes de l'universalité de droit de poursuivre, des poursuites, qu'on appelle compétence universelle, que la France s'octroie les droits d'arrêter Lumbala. Exactement. Alors je ne vais pas entrer dans les détails techniques. La France a ses principes qu'elle dissocie. Elle a quand même 4 conditionnalités. Bon, je ne vais pas trop entrer dans le détail, mais l'un des éléments, c'est que c'est la présence soit simultanée et des victimes et de l'auteur présumé sur le territoire national, ou la possibilité... Sur le territoire français. Français, oui. Ou la possibilité que la personne soit un résident du territoire français. Regardez, vous prenez les cas Lumbala parce que c'est un autre compatriote. Mais la France poursuit les auteurs du génocide rwandais sur les territoires français. À plusieurs reprises, 2 ou 3 procès des personnes concernées par les génocides rwandais ont été poursuivies, jugées et condamnées en France. Donc ce n'est certainement pas une nouveauté par rapport à ça. Le Canada a fait la même chose. Donc pour revenir à Roger Lumbala, il y a eu une sensibilisation, il faut vraiment s'en féliciter. Cette sensibilisation a été portée par notre prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Elle a été relayée par les organisations de la société. Les gens de Fayoulou disent que c'est Fayoulou qui a porté ça politiquement. Bon, moi, j'ai pas envie de vous faire réagir. Ça, ce sont des épiphénomènes. L'enjeu n'est pas là. Je sais que vous m'avez prévenu. Pero, je viens comme pédagogue, je ne viens pas comme politique là-bas. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est que il y a un début de répression. Mais le problème, c'est que, parlons justement de Lumbala. Pourquoi je pose cette question? Parce que, bon, il est vrai que Lumbala n'est pas le seul. Hein. Il faut quand même qu'on comprenne un peu le mécanisme, parce que l'objectif est d'amener tous ces responsables présumés des crimes graves à répondre de leurs actes. Comment la France saisit-elle de l'affaire? Est-ce qu'il y a une plainte qui a été déposée contre M. Lumbala? Ou plutôt, comme on dit chez nous ici, le procureur peut s'auto-saisir d'un dossier. Est-ce que la France est-elle auto-saisie du dossier, ou il y a une organisation qui a cité M. Lumbala nommément pour enclencher les mécanismes de son arrestation? En l'état actuel de mes informations, je ne sais pas dire si le parquet français s'était auto-saisi. Il peut le faire, le parquet français. Bien entendu, parce que les ministères publics, qu'ils soient français, qu'ils soient congolais, est à la recherche des infractions. Okay. Et très souvent, vous savez, en matière de la mise en œuvre de la compétence universelle, il y a des mécanismes de collaboration entre les États d'une part, entre les États et les systèmes des Nations Unies. S'il existe éventuellement une liste, certains États ont certainement pu accéder aux listes que les Nations Unies leur ont passées par voie diplomatique en leur disant il y a sur votre territoire des personnes qui sont susceptibles d'être concernées par les violations graves des droits de l'homme. Exactement, et que sur base des conventions que vous avez signées, vous serez bien indiqué à exercer votre compétence. Donc oui, rien n'est exclu. Mais je ne veux pas faire de la politique fiction. Les informations dont je dispose ne me permettent pas aujourd'hui, par respect et pour vous et pour ceux qui nous suivent, de dire s'il y a une plainte particulière ou si le parquet a agi d'office. Mais légalement, le parquet agit d'ailleurs souvent plus d'office que sur plainte. Maître Vediakessé, ceux qui ont lu les rapports Mamping disent qu'il y a une bonne part où les spécialistes, les enquêteurs, ceux qui ont rédigé le rapport, recommandent la mise en place d'un tribunal spécial en République démocratique du Congo pour juger les crimes décriés par le rapport Mamping. Mais aujourd'hui, la France est en train d'agir. Expliquez-nous d'abord sur base de quelles conditions on peut avoir un tribunal. Parce que le docteur Denis Mukwege en a fait également son cheval de bataille lorsqu'il crie tout le temps il faut avoir un tribunal pénal spécial pour la RDC. On dit qu'aujourd'hui,
J'ai été avec quelqu'un ici de la Mouka qui me dit, voilà la preuve, la France vient de donner un bel exemple à Félix, que le Congo n'est pas un état de droit, parce que comment vous expliquez qu'il y a eu des atrocités qui se sont perpétuées au Congo, mais que ce soit un autre pays qui agit. Expliquez-nous un peu le contexte. Quand est-ce qu'on arrive à avoir ces tribunaux? Et dans le cas concret de ce qui se passe sur le rapport Mamping, est-ce qu'il faille mettre en place ces tribunaux ou plutôt laisser les États profiter de leurs compétences universelles pour poursuivre les présumés ou les responsables de ces crimes? Dans les cas précis de notre pays, parce qu'on a constaté l'effondrement de notre système judiciaire et sa difficulté à répondre concrètement aux cas de violation massive des droits de l'homme qu'on a connus par rapport au Mamping. Alors, parler d'une juridiction spéciale, c'est que les mécanismes de mise en œuvre d'une juridiction spéciale sont de loin plus faciles qu'une juridiction ad hoc. Une juridiction ad hoc est toujours créée par résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Okay? Jusque-là, nous n'avions que des juridictions ad hoc jusqu'à la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale n'est pas une juridiction ad hoc, c'est une juridiction permanente. Elle a été créée par une convention internationale. Ad hoc, ça veut dire? Donc, une juridiction ad hoc, du latin, signifie vers un objet précis. Ok. Donc c'est une juridiction spéciale pour des cas précis. C'est un tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, donc il va connaître des crimes commis dans le cas de l'ex-Yougoslavie de X période à X période. Après ça, c'est fini. Il ne peut pas connaître des crimes antérieurs ni des crimes postérieurs. Ok. Et ça se limite à ce cadre-là. Exactement pour les génocides rwandais. Alors, la CPI, je vous ai dit, elle a été créée sur base d'une convention internationale qu'on appelle les statuts de Rome. La CPI est une organisation internationale au même titre que l'Organisation des Nations Unies. Elle a une assemblée générale qu'on appelle une assemblée d'États partis. Et à part, donc c'est pas juste une juridiction, c'est une organisation internationale, mais qui collabore avec les Nations Unies. Alors, maintenant, un tribunal pénal spécial, c'est une particularité de la justice transitionnelle qui existe et qui est plus facile à mettre en œuvre. C'est une collaboration directe entre le secrétaire général des Nations Unies et les autorités étatiques. Ils créent un accord et on crée soit des chambres spécialisées où on envoie des experts. Et sous mandat ou sous tutelle des Nations Unies? Non, on ne dirait pas sous tutelle. Ça veut dire qu'il y a des experts des Nations Unies, donc une collaboration étroite. Il y a des juges, des donc le mécanisme en ce moment-là sera enclenché par l'État demandeur? Oui, parce qu'il y a une convention. Donc ça veut dire que l'État concerné accepte de collaborer avec les Nations Unies dans la mise en œuvre des mécanismes de la justice pénale internationale et appliquer les standards de la justice pénale internationale. Mais au lieu que ce soit dans une juridiction ad hoc, créée par la résolution des Nations Unies, vous n'avez que des juges étrangers et experts. L'État concerné n'envoie personne, pas parmi les juges ni parmi les magistrats. Ils viennent d'ailleurs. Dans une juridiction spéciale, ce sont souvent des juridictions mixtes. On a par exemple en Centrafrique, où vous avez des magistrats congolais qui travaillent avec des magistrats centrafricains. On a un juge ici, l'auditeur Moutanzini, qui était d'ailleurs le point focal avec les Nations Unies, qui est procureur vers les chambres spéciales centrafricaines. Le Cambodge a eu la même chose. Alors, le Sénégal a eu avec l'affaire Hissène Habré une chambre spécialisée pour juger les cas d'Hissène Habré, notamment en matière de torture. Donc, ici aussi, on peut créer un tribunal spécial. On l'a eu en Sierra Leone, le tribunal spécial Sierra Leone, qui d'ailleurs a eu à juger les cas Charles Taylor. C'est pour dire qu'on a plusieurs modalités, mais c'est plus facile parce que l'État peut collaborer avec les Nations Unies. Il a nos propres juges et d'autres juges internationaux et des avocats internationaux et nos avocats locaux. On applique à la fois nos lois et les lois internationales pour poursuivre. Et dans le cas d'espèce, vous souhaitez quoi, vous? Que l'universalité des droits, des punis puissent s'appliquer, ou plutôt vous pensez que la meilleure chose, c'est d'avoir un tribunal... On a su les punir, il faut reconnaître, parce que l'État, quand je parle de l'État, donc tous les gouvernements spécifiques, qui peuvent comprendre la cooptation des auteurs des violations de droits de l'homme dans les systèmes normaux, plutôt que de les poursuivre et de les arrêter. Pour des raisons simples, peut-être parce que nous n'avions pas les moyens militaires de les faire, parce que nous n'avions pas les moyens politiques et de faire la guerre, et de faire la paix, et de reconstruire l'État. Il y a plusieurs raisons. Mais dans l'entretemps, l'impression que ça donnait, c'était la culture de la prime à la guerre et de l'impunité.
et la mise à l'écart des revendications des victimes. Donc si les Nations Unies peuvent collaborer dans ces systèmes-là, en collaborant avec notre pays pour mettre en place un mécanisme, d'une part pour la répression, mais aussi pour la prise en compte de droits des victimes à leur réparation, à leur restauration, et on vise la réconciliation, plus tard consolider nos juridictions, et d'autre part, effectivement, sensibiliser pour que ces choses n'aient plus lieu, c'est bien. Mais il faut d'abord savoir une chose, l'universalité du droit de punir existe avec ou sans la justice, les tribunaux spéciaux. Jusqu'aujourd'hui, notre pays a le droit de punir toute personne qui commettrait des crimes. Maître Hervé Diaké, c'est donc notre consultant juridique. Avec lui, nous revenons sur le rapport Mamping et l'arrestation de M. Roger Lumbala. Maître, vous savez ce qui est grave dans cette affaire? Parce que je vous ai appelé, je me disais, bon, en 15-20 minutes, on va ramasser rapidement. Et je me rends compte qu'on est à la 55e minute. Waouh! Oh là là, pas possible. Mais j'ai encore des questions, je n'ai pas encore fini. Mais heureusement, mon réalisateur est en train de me tirer les oreilles. J'ai envie de vous rappeler encore après. On est à la 55e minute. Je ne me suis même pas rendu compte de ça. Je ne me suis même pas... je me suis même pas rendu compte. Parce que je me disais, c'est un dossier qu'on va finir dans 15-20 minutes. Maître, à part Roger Lumbala, est-ce que vous pensez que Joseph Kabila peut-il être inquiété par rapport à ce rapport? Reprenez-moi pour oui ou pardon. Écoutez, vous, moi et qui que ce soit d'autre, nous sommes susceptibles d'être inquiétés si jamais nous avons eu une responsabilité. Jean-Pierre Bemba peut être inquiété? Je vous répète la même réponse. Vous, moi ou qui que ce soit, si nous avions eu une quelconque responsabilité dans la chaîne de commandement... Ne fouillez pas, vous avez lu les rapports. Je suis juriste. Vous avez lu les rapports. Je respecte la présomption. Vous reviendrez au temps de... Est-ce que Mbanda déjà en 93, on aurait Mbanda, on dit que c'est lui qui donne les leçons. S'il y a répression en 93, il est dans le système judiciaire. Alors, il est dans le système des renseignements du Congo. Est-ce que Mbanda peut-il être inquiété? Qui va être arrêté après Lumbala? Ah ben écoutez, moi je suis pas là pour faire de la jurisfiction. Sortons un peu Non. Vous êtes trop puriste, maître. Non, parce que nous devons respecter la présomption d'innocence. Vous savez, moi je suis avocat à la Cour pénale internationale. Et donc j'ai une déontologie en matière de justice pénale internationale. J'ai été avocat des parties civiles dans les chambres extraordinaires près des tribunaux cambodgiens. Donc j'ai une déontologie en matière de justice pénale internationale. Ce que je peux juste vous dire, dans la chaîne des commandements, tous ceux qui ont pu avoir une quelconque autorité pour empêcher la commission des crimes et qui ne l'ont pas empêché, qui ont pu autoriser cette commission, sont susceptibles d'être interpellés. Et sachez que la justice pénale internationale cherche toujours les gens qui sont le plus haut placés dans la chaîne de commandement. Bon, on va pas réussir à lui tirer le verre du nez, si je peux le dire comme ça. On va pas réussir à les faire sortir de son confort et de ses principes. Non, je respecte la déontologie. Bon anniversaire à vous. Merci. C'est notre avocat, c'est quelqu'un qui nous aide. Donc, on ne paye pas les honoraires. Ah non. Mais voilà, là, vous m'exposez face à mon bâtonnier parce que normalement, j'ai... vraiment. Vous n'êtes pas astreint au prodéo. D'ailleurs, je vous enverrai ma note d'honoraire. Non, mais Moutaboye, vraiment. Mais vraiment. Madame, monsieur, maître, j'ai envie qu'on continue, mais on me signale à l'oreille que le temps qui nous est imparti touche à ça. Vous aurez ma disponibilité. Surtout que nous avons quelques petits problèmes techniques avec l'électricité. Je ne veux vraiment pas que ça coupe pendant qu'on est en train de parler à ce moment ici. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. J'ai dit grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je rappelle ce soir que notre invité c'était Maître Hervé Diaké. Avec lui, nous sommes revenus sur le rapport Mamping et l'arrestation de M. Roger Lumbala. Je vous promets, lorsque les conditions me les permettront, que je vais les faire revenir pour tenter de décortiquer encore un peu plus en profondeur ce que nous avons déjà dit. On va encore aller en profondeur. Ça a été un grand plaisir, un bon regard de l'avoir. Je profite pour lui souhaiter mes vœux le meilleur et surtout bon anniversaire. Merci. Et il fête son 14e anniversaire aujourd'hui. Non, c'était pour l'embêter un peu. Allez, bonne journée à vous et surtout restez branchés sur nos programmes. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Bonsoir chez vous. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, moko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na
biso bato mosusu balia mbongo ya Kongo bakabola na peuple ya biso yango wana eye kotosepela na bamine na biso ya biso yoyoyo biso bakolo mabele ya biso yoyoyo ya biso yoyoyo ya biso yoyoyo moko ya Kongo ya biso ezalaka sokolingo ebeneficie na bamineri yaka na projet na biso ya biso yoyoyo ya biso yoyoyo bato mosusu babosana na bango ke mboka oyo ya biso bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo peuple congolais ya biso yoyoyo ya biso yoyoyo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.